Les tirs de casque bleu ont tué 3 Congolais ce dimanche à avant-midi dans le Nord Kivu. Le gouvernement a annoncé que les coupables ont été exclus des rangs de la MONUSCO. La classe politique et sociale dans le pays et même en dehors a vivement condamné cette forfaiture. Le syndicat national des médecins a tenu sa promesse ce lundi. Le gouvernement n'ayant toujours pas accédé à ses requêtes, une grève sèche a été entamée dans tous les hôpitaux publics dans le pays. Vous suivrez dans ce journal le secrétaire général du SINAMED. Le premier chargement des céréales ukrainiennes sont sur les départs pour Odessa. Il s'agit d'une des retombées des échanges d'Istanbul. La semaine dernière, la communauté internationale accusait déjà les chefs d'État russes de crimes de guerre. Mesdames et messieurs, bonjour. Commençons avec cette nouvelle surréaliste. Les casques bleus ont tué 3 Congolais ce dimanche dans le Nord Kivu au poste frontalier de Kasindi, territoire de Beni. Ces éléments de la MONUSCO qui revenaient des vacances de l'Ouganda ont forcé la barrière avec des lourds tirs de sommation d'après des images claires ayant fait le tour des réseaux sociaux ce dimanche, suscitant énormément d'émotions au moment où le pays vit au rythme des revendications pour la fin de cette mission onusienne en RDC. Un communiqué du gouvernement a annoncé dans la soirée que les coupables de cette forfaiture ont été mis de côté des rangs de la MONUSCO. Dans un communiqué de presse signé par Patrick Mouyaya Katemwe, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, le gouvernement de la République démocratique du Congo a appris avec consternation l'incident grave qui s'est produit ce dimanche 31 juillet 2022 au poste frontalier de Kasindi entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Il condamne et déplore vigoureusement cet incident malheureux dont le bilan provisoire fait état de 2 compatriotes décédés et 15 autres blessés à la suite des coups de feu tirés par des casques bleus d'un contingent de la brigade d'intervention de la MONUSCO en provenance de l'Ouganda et de leur passage en force à la frontière. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles éplorées et exprime toute sa compassion aux blessés. Il les rassure que des dispositions requises sont en cours pour assurer la prise en charge matérielle et judiciaire consécutive à ces dossiers. Le gouvernement, conjointement avec la MONUSCO, le gouvernement a initié une enquête pour établir les responsabilités, connaître les motivations d'un tel forfait et obtenir des sanctions sévères à l'encontre des casques bleus à la base de ces drames qui sont du reste déjà aux arrêts. Le gouvernement souligne que les casques bleus concernés ne pourront plus de ces faits faire partie des contingents de la MONUSCO en attendant l'aboutissement du plan de retrait de cette force onusienne de la République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République appelle au calme la population congolaise en général et particulièrement celle de Kasindi et de toute la province du Nord Kivu et rassure qu'il veillera à ce que pareil incident ne se produise plus. Un événement qui a de nouveau attiré les foudres de la population sur la mission onusienne, déjà indésirable dans le pays faute des résultats. Politiques et leaders d'opinion ont condamné cette forfaiture de la MONUSCO, souvent aux abonnés absents quand il s'agit de la protection de la population des griffes des groupes armés. Christian Kalonji a aligné quelques réactions à chaud dans ce récit. Le drame s'est produit hier matin au poste de Kasindi, frontalier avec l'Ouganda. Les militaires de la brigade d'intervention de la force MONUSCO, de retour de congé, ont tiré en direction des personnes présentes sur le lieu pour visiblement forcer le passage. Bilan, 3 personnes tuées et 15 blessées. Cet incident grave a rapidement suscité colère et incompréhension. L'opposant congolais Martin Fayoulou, qui parle d'un incident grave, prie le secrétaire général des Nations Unies de programmer un voyage en République démocratique du Congo pour discuter de la situation qui y prévaut avec toutes les parties prenantes. Très consterné par cet événement douloureux, le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, a condamné énergétiquement cette barbarie avant d'exiger justice pour les victimes. Le président burundais Evariste Ndayishimiye, qui n'a pas tardé à réagir, a fermement condamné cet incident tout en présentant ses condoléances aux familles éplorées.
La sénatrice Francine Muyumba, qui dénonce un complot international contre la République démocratique du Congo, appelle à l'unité de tous pour sauver la nation. Il faut noter qu'aucune réaction n'a été enregistrée jusqu'ici de la part de l'Union africaine. Et ce, malgré la mission déléguée par le gouvernement dans cette province pour tenter d'apaiser les tensions, la population continue de manifester pour le départ sans condition de la MONUSCO. Des nouvelles manifestations ont éclaté depuis tôt ce matin en ville de Béni, au lendemain des échanges à Butembo entre la délégation conduite par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et les forces vives de Goma et Butembo. Aussitôt arrivé à Butembo, la délégation rencontre d'abord les membres des familles des victimes tombés le 26 juillet dernier pour compatir et présenter les condoléances du gouvernement de la République. Juste après, la délégation se retrouvait en face des représentants de la société civile, leaders religieux, structures féminines, jeunes et des mouvements citoyens. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Daniel Asselo, a réitéré l'appel du gouvernement à l'ensemble de la population, le calme et l'apaisement, tout en rassurant que les autorités congolaises travaillent déjà et en toute responsabilité pour obtenir le retrait définitif de la MONUSCO. Mais pour la population, il n'y a pas de solution. La mission de l'ONU en RDC doit partir. Les couches reçues par la délégation ont également insisté sur l'indemnisation des victimes tombées pendant les diverses manifestations contre la MONUSCO. Le départ de la MONUSCO du territoire congolais reste non négociable et en attendant l'aboutissement du processus du gouvernement en cours, les casques bleus de la MONUSCO peuvent être délocalisés de la région pour d'autres coins du pays, insistent les forces vives. La détermination dans ce sens reste totale, ce qui se justifierait d'ailleurs par de nouvelles manifestations contre la MONUSCO en ville de Béni depuis tôt le matin de ce lundi. Des milliers de jeunes sont dans les rues pour exiger le départ immédiat de la mission de l'ONU en RDC. Toutes les activités restaient paralysées. Cela après de nouveaux incidents graves commis par les casques bleus de la MONUSCO au poste frontalier de Kasindi dimanche, révoltant davantage la population de la région. Le gouvernement a profité de ce jour férié dédié aux parents et aux morts pour lancer le processus de distribution des véhicules aux professeurs tels qu'arrêtés lors des assises de Biboa. C'est le président de la République lui-même qui remet symboliquement ces automobiles des Toyota Hilux double cabine 4x4. Il concerne dans un premier temps les professeurs émérites des universités de Kinshasa. Le syndicat national des médecins a tenu sa promesse ce lundi. Le gouvernement n'ayant toujours pas accédé à ses requêtes, une grève sèche a été entamée dans tous les hôpitaux publics dans le pays. Nous sommes en ligne avec le secrétaire général du SINAMEN, le docteur John Senga. Confirmez-vous d'abord l'information de ce déclenchement de grève sèche à partir d'aujourd'hui? Oui, c'est tout à fait vrai. À partir de ce 1er août, les médecins de la République démocratique du Congo vont pouvoir débrayer, justement à cause du manque d'estime et de la considération de la part des membres du gouvernement qui ne veut pas répondre favorablement aux engagements pris par les membres du gouvernement. En fait, ce n'est pas de mauvaises revendications, mais c'est des engagements pris par le gouvernement depuis le 3 août 2021 que le gouvernement ne veut pas honorer jusqu'aujourd'hui. Il s'agit essentiellement de la notification des médecins juniors et médecins régents qui avaient bénéficié du décret du Premier ministre Djibala. Il s'agit aussi et surtout essentiellement de la mécanisation des médecins qui travaillent sans être reconnus par l'État, de la prise en charge au niveau du salaire et de l'activité, mais aussi de la prise en charge du logement et du transport des médecins. Comptez-vous aller avec ce clash parce que c'est justement les malades qui en payent malheureusement les prix le plus fort? Disons, nous avons suivi toute la procédure pour informer le gouvernement de notre mobilisation pour cette grève, mais aussi nous avons pris des précautions pour que les malades qui sont encore hospitalisés continuent à bénéficier des soins de la part des médecins chefs du département et des médecins directeurs. Mais pour tous les autres cas qui viendront au-delà de l'hôpital, je pense que nous savons où les médecins qui sont sur place seront obligés de les transférer dans les hôpitaux privés. Parce que dans les hôpitaux publics, il n'y aura pas de médecins pour les prendre en charge. C'était là le secrétaire général du syndicat national des médecins, M. John Senga. Merci beaucoup.
Autre chose à présent, 1er août, fête des parents, mais aussi la commémoration des morts dans les familles qui se réunissent en cette date historique et unique pour visiter les tombes de leurs êtres chers disparus. Gerbes de fleurs, bêches et machettes à la main sont des outils utilisés pour le nettoyage des tombes de ces derniers. Mbia, Kayembe et Euphrasie s'est rendu dans un des cimetières de Kinshasa pour le constat ce lundi. La RDC célèbre ce lundi 1er août comme chaque année la journée mondiale dédiée aux parents vivants ou morts. Et pour ceux qui nous ont justement déjà laissés, les familles prennent le temps d'aller visiter les tombes, mettre la propreté, déposer des fleurs et se souvenir des êtres chers disparus. Cas du cimetière de la Gombe, les constats faits du manque d'entretien, des tombes qui sont généralement abandonnées, de la négligence, la poussière et même les abeilles étaient au rendez-vous. Je déplore un peu ce que je trouve comme l'ambiance générale des lieux, donc c'est très mal propre, donc ce n'est pas bien entretenu en général. Mais je constate quand même que les gens, du moins ceux qui sont arrivés aujourd'hui, ils s'arrangent pour entretenir un peu les lieux aujourd'hui, c'est une bonne chose. Mais je les invite à pouvoir le faire régulièrement. On est venu, on a rangé, on a balayé, et puis on a mis de la peinture. Mais avant c'était très sale. On n'a pas aimé. Banzo soki bauti ba panzi bato baki kota ba famille na bango misusu bazongi pona banzo iwana. Et puis nzela mabe ko mata ko kita bakangisa ba nini moya penzate pesi biso na somme. Pour rappel, cette journée est devenue une tradition. L'historique de cette double fête remonte il y a presque 40 ans, lorsque par de raisons idéologiques liées à sa vision politique, de recours à l'authenticité, le président Mobutu avait décidé de remplacer la fête chrétienne de l'Assomption par la commémoration de cette journée. Bien avant, c'est-à-dire ce week-end, la Fédération des entreprises du Congo a lancé les festivités de son cinquantenaire, un événement riche en gaieté qui a connu la participation des hautes personnalités du pays, telles que le chef du gouvernement ou encore le président de l'Assemblée nationale, un moment pour se souvenir du passé et de se projeter dans l'avenir. 27 juillet 1972, 27 juillet 2022, le patronat congolais totalise 50 ans cette année. Malgré les bons et les mauvais jours, les patrons se sont serrés les coudes et c'est fièrement qu'ils se sont remémorés à cette occasion toutes les personnes qui ont marqué cette organisation. En présence d'un important parterre d'invités mêlant politique et patron, le président national Albert Yuma a tenu un discours mémorable pour ce programme exceptionnel. 50 ans après, la Fédération des entreprises du Congo vit une sorte d'aboutissement, mais ne compte pas s'en tenir qu'à cela. Ces célébrations se dérouleront pendant toute l'année, à travers des événements exceptionnels organisés à Kinshasa, mais aussi dans toutes les provinces de la République. Si 50 années dans la vie d'une institution, qui plus est dans un pays aussi jeune que la République démocratique du Congo, une date qui nous permet de retourner avec lucidité, mais aussi avec émotion et fierté sur ce parcours qui a débuté le 27 juillet 1972, à la suite de la fusion de 3 organisations professionnelles qui existaient à l'époque. Le temps parcouru est vécu avec lucidité et une émotion de fierté perceptible sur les visages. Après l'Église et l'État en RDC, la Fédération des entreprises du Congo possède la représentation la plus importante. Ensemble, ils se sont encore mis d'accord pour toujours unir leurs forces au service des Congolais. L'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais s'est promptement mobilisée ce samedi pour assister activement aux derniers hommages rendus à Kazadi Kaozi Luxandri, cousin germain du docteur Néné Ilungankulu, responsable de ce parti. Ce dernier a quitté la terre des hommes depuis jeudi. Décédé le jeudi 28 juillet, c'est ce samedi 30 du même mois qu'a été conduit en sa dernière demeure le cousin germain de l'initiatrice de l'Alliance de force pour le bien-être de Congolais, le regretté qui répondait au nom de Luxandri Kazadi Ngoï Kaozi, jeune frère biologique de Landry Kazadi Moutepa, vice-président de la fédération AFBC au Katanga. Sur instruction du président national de cette formation politique, l'apôtre Christian Nombi, l'AFBC y était représenté valablement par la fédération du Haut-Katanga, ainsi que toutes les fédérations des 6 territoires et 3 villes, et la fédération du Haut-Katanga a été représentée par Delphin Kikanka, président fédéral. Après la levée du corps à la morgue à Fiadon Bosco, le cortège funèbre s'est ébranlé vers le cimetière Rivière des Anges de Kassangiri.
Sur place, le maître des cérémonies a fait un discours d'adieu avant le dépôt des gerbes de fleurs pour marquer d'un cachet spécial cet événement malheureux. En effet, toutes les fédérations de la FBC au Katanga représentées ici ont tour à tour déposé leurs gerbes de fleurs. Beaucoup de courage. Merci beaucoup. Alors que profonde consternation et tristesse s'est laissé transparaître sur le visage de l'honorable docteur Néné Lungonkulu, qui avec amertume a assisté à la mise en terre de son cousin germain. Juste après la mise en terre, l'initiatrice de la FBC n'a pas manqué personnellement de remercier les délégations de sa famille politique qui se sentent mobilisées pour faire ce déplacement paix éternelle à l'âme de Casadingoy, Luxandrie. Le cardinal Fridolin Ambongo Besungu de l'archidiocèse de Kinshasa a été élu premier vice-président du symposium des conférences épiscopales de l'Afrique et de Madagascar le samedi 30 juillet dernier à Accra, au Ghana. Cette élection fait de lui désormais la deuxième plus haute personnalité de l'église catholique romaine en Afrique après Richard Kouina Bawor du Ghana qui lui a été élevé au rang de président. L'élection a eu lieu au cours de la 19e assemblée plénière du CEAM à laquelle 130 cardinaux et évêques catholiques ont pris part. Lucio Andrissé Mwandula du diocèse de Sassai au Mozambique est élu deuxième vice-président après le cardinal Fridolin Ambongo. Après élections au Sénégal organisées dimanche, l'opposition conteste la victoire du camp présidentiel Macky Sall, considéré comme une majorité préfabriquée. Ce qui est en jeu, d'après plusieurs analystes, c'est le troisième mandat du président de la République. Il a promis de s'exprimer après ces législatives. Près de 7 millions de Sénégalais étaient appelés pour les scrutins qui s'est déroulé sans incident majeur au Sénégal, dont 22% au niveau national hier dimanche. Selon le ministre de l'Intérieur, la coalition présidentielle a revendiqué une victoire aux élections législatives, un succès contesté par l'opposition qui parle d'une majorité préfabriquée. L'opposition a affirmé vouloir mettre à profit ces élections pour imposer une cohabitation avec le président Sall, qui lui espère conserver une large majorité. Ces législatives font figure de test après les élections locales de janvier remportées par l'opposition dans des grandes villes de ces pays d'Afrique de l'Ouest réputées pour sa stabilité comme Dakar. Les législatives à un seul tour visent à renouveler pour 5 ans les 165 sièges du Parlement monocaméral, largement contrôlé par les camps présidentiels. Macky Sall promet la nomination d'un Premier ministre, poste qu'il avait supprimé puis rétabli en décembre 2021 au sein de la formation victorieuse des élections. Le Turc de la Défense vient d'annoncer le départ du premier chargement des céréales ukrainiennes ce lundi 1er août. Le navire a quitté le port d'Odessa au sud de l'Ukraine en destination du Liban via la Turquie conformément aux accords signés à Istanbul jeudi dernier entre la Russie et l'Ukraine. Enfin, l'Ukraine a commencé l'exportation de ses céréales. C'est le ministère turc de la Défense qui a annoncé le départ du premier chargement du port d'Odessa ce lundi 1er août. Le navire a quitté le port ukrainien à destination du Liban à 6h17 temps universel. Et du côté russe, le gouvernement juge très positif ce premier embarquement du port d'Odessa au sud de l'Ukraine. Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, le départ du navire est une bonne opportunité de tester l'efficacité de l'accord d'Istanbul, selon lequel plus de 25 millions de tonnes de céréales doivent quitter les ports ukrainiens vers les centres de consommation pendant 120 jours. Cette durée de 4 mois devrait suffire à écouler le stock. Et cet accord qui a été négocié entre Kiev et Moscou et encouragé par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, qui était arrivé en urgence à Istanbul jeudi dernier, doit permettre de soulager les marchés mondiaux, les deux belligérants, pesant à eux seuls 30% du commerce mondial de blé. En sport, les rideaux de la 26e édition des championnats nationaux de karaté ont été tirés hier dans la province de Chopo avec une couronne de Kinshasa. En football, les Léopards A' ont clôturé avec leur préparation hier en battant en amical les Diables Rouges A' du Congo Brazzaville en prévision des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2022. Dans ce panorama sportif, nous allons également revenir sur 2 grandes rencontres jouées le week-end en Allemagne et en Angleterre. C'est avec Christian
Christian Bokaya qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau en bleu aujourd'hui. Bonjour et bienvenue Christian. Voici, bonjour Christopher, merci. Championnat national de karaté, Kinshasa s'étaille la part du lion. Kinshasa succède à la province du Sud Kivu en remportant le plus de médailles possible dans 2 versions lors de 26e championnat nationaux de karaté dont le coup d'envoi a été donné bien évidemment la semaine dernière. C'est au total 17 médailles gagnées par les Kinois, dont 15 en or et 2 en bronze. La Chopo vient en 2e position, un pari gagné pour le comité fédéral qui tient à la visibilité de toutes les provinces pour la bonne pratique du karaté. Ce championnat national a permis à la Fédération des karaté-do du Congo de baliser le terrain pour la 2e édition du tournoi d'amitié des Grands Lacs. Seuls les meilleurs athlètes vont composer l'équipe nationale de la RDC lors de ces tournois sous-régionaux. Vous en faites-vous du karaté? Non. Vous avez le physique de quelqu'un que je connais qui est champion de karaté. Oh là là. Faudra y penser peut-être plus tard. Bon, j'ai fait du sport mais je ne fais pas du karaté. Peut-être que vous faites le foot, préparatif Chan 2023, c'est du foot cette fois. Les Léopards clôturent leur 2e stage avec succès. Ils ont réussi à battre hier en amical les Diables Rouges à Prime du Congo-Brazzaville sur le score de 2-0 au stade de Martyrs de la Pentecôte. Les 2 réalisations de Fauve Congolais portent les signatures de Peter Ikoyo Yembe et Jean-Marc Makusu Mundele, respectivement aux 69e et 73e minutes de la partie. Ce deuxième match test a permis au staff technique de se faire une idée sur l'ébauche de l'équipe nationale à Prime. Les Léopards seront en 3e stage vers les 15 août prochains pour voir comment effectuer les derniers réglages et aller à l'assaut du Tchad pour les comptes des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2022 dont la phase finale aura lieu en janvier 2023. Génération TP Mazembe, c'est la nouvelle structure qui a vu le jour samedi à Kinshasa. C'est dans le but de booster le tout-puissant Mazembe Englebert que les fanatiques ont pensé créer cette structure qui s'assigne la mission de soutenir les actions du comité fédéral en cotisant régulièrement pour appuyer l'équipe. La sortie officielle de cette structure a eu lieu samedi à Kinshasa en présence du secrétaire général du club Frédéric Kitenge Kikumba, que je vous propose bien évidemment d'écouter dans ces condensés. Je ne sais vraiment pas si tout le monde a à cœur l'importance de l'acte que vous êtes en train de poser aujourd'hui. C'est-à-dire une formation qui va regrouper les supporters du TP Mazembe afin de pallier à certaines difficultés que nous avons dans le cadre de l'encadrement de nos supporters à travers le monde. Ce n'est pas seulement ici. Je vous dis par exemple que nous avons un club qui est créé au Brésil et qui est sorti champion de la 2e division, le TP Mazembe Brésil. Je veux remercier cet homme pour ses efforts et sacrifices qu'il consent jour et nuit pour amener notre équipe à un niveau très élevé. Mes chers amis, j'ai connu des présidents de différents clubs qui sont allés dans les clubs pour un besoin bien déterminé. Et lorsqu'ils ont obtenu ou lorsqu'ils ont quitté, les charges politiques ont abandonné leur équipe. Mais votre président, notre président, lorsqu'il a quitté l'équipe de TP Mazembe, il est resté avec l'équipe de TP Mazembe et même lorsqu'il était contraint à vivre à l'extérieur, Moïse est resté avec l'équipe de TP Mazembe et a donné une coupe en 2015. L'attention de Christopher Ochokoum qui suit de près le match. J'ai suivi vraiment cet Euro du début à la fin. Je peux vous renseigner d'ailleurs que c'était la 3e fois seulement que les filets allemands bougeaient. Le premier pays à avoir marqué contre l'Allemagne, c'était la France.
malgré son élimination, et l'Angleterre a quand même pu marquer 2 buts, ce qui a été quelque chose de très fort. Chloé, vous avez quelque chose? Oui, aussi par rapport à cela. J'ai vu de l'hésitation à la maison. J'ai pensé que c'était par rapport au geste du maillot, mais je vois que c'était par rapport à l'arbitre. Elle avait peur peut-être de la vérification du VAR, que le but était validé ou pas. Elle avait hésité d'abord. Voilà. Et puis par après, mais c'est très beau, et on a vu que voilà, comme la plupart des personnes s'imaginaient qu'on allait voir comme les hommes torse nu. C'est pas le cas. Il y a bien des soutifs sportifs pour ça. Et d'ailleurs, c'est très classe. C'est très beau. C'est une très belle image. Oh là là. Ce n'est pas le corps qui joue au foot. C'est compris. On a vu des femmes plus talentueuses que des joueurs du FC Barcelone masculin. Sans faire de polémique, je vous dis merci Christian. Merci Christian Bokaya pour ces éléments de sport. Ce journal est terminé avant la revue de presse. Je vous rappelle les principaux titres. Les tirs des casques bleus ont tué 3 Congolais ce dimanche avant midi dans le Nord Kivu. Le gouvernement a annoncé que les coupables ont été exclus des rangs de la MONUSCO. La classe politique et sociale dans le pays et même en dehors a vivement condamné cette forfaiture. Le syndicat national de médecins a tenu sa promesse ce lundi. Le gouvernement n'ayant toujours pas accédé à ses requêtes, une grève sèche a été entamée dans tous les hôpitaux publics dans le pays. Vous avez eu la confirmation avec John Senga, docteur et secrétaire général du SINAMED dans ce journal. Le premier chargement des céréales ukrainiennes est sur les départs pour Odessa. Il s'agit d'une des retombées des échanges d'Istanbul. La semaine dernière, la communauté internationale accusait déjà les chefs d'État russes de crimes de guerre. La revue de presse sera avec Amina Bayombo dans une petite seconde. Amina, qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher. C'est une habitude qui, j'espère, se perpétuera avec le temps. C'est le 2e lundi de suite et ça fait beaucoup plaisir. On espère aussi. Ce lundi, la remise officielle des véhicules aux professeurs à titre repris à la une de plusieurs journaux a attiré votre attention également. C'est pour compenser le manque à gagner salarial des 6 dernières années qu'intervient l'achat de ces véhicules si l'on doit tenir compte des engagements du gouvernement devant les professeurs lors des assises de Bibois. Rappelle ici politico.cd qui renseigne aussi au sujet toujours de ces mêmes véhicules qu'une liste d'au moins 40 professeurs émérites doivent bénéficier de ces Jeep Toyota Hilux double cabine 4x4 pour leur mobilité. Il s'agit d'abord, Christopher, de ceux de l'Unikin, une précision de taille, puis la distribution se déroulera de manière progressive aux autres professeurs d'université confondus. Des nouvelles manifestations contre la MONUSCO à Béni pour la 2e semaine de suite. Malheureusement, des centaines de jeunes sont encore visibles sur le boulevard Niamouissi en direction du quartier Bouakende où se trouve la base de la MONUSCO. C'est à lire sur actualité.cd et le site précise qu'officiellement aucun appel à manifestation n'a été lancé par les organisations des jeunes ni mouvements citoyens. Ces nouvelles manifestations, vous le savez, interviennent au lendemain des coups de feu ouverts par les casques bleus au poste frontalier de Kassindi, faisant 2 morts et plusieurs blessés. Actuellement, les forces de l'ordre essayent d'empêcher leur progression en usant des tirs de sommation. Et comparativement au site précédent, Radio Okapi, elle revient sur la consternation du secrétaire général de l'ONU, outré de l'incident à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. En attendant donc les conclusions de l'enquête qui a déjà commencé pour établir les responsabilités. Par ailleurs, Africa News, qui a également relayé l'info, parle de la visite en RDC de Jean-Pierre Lacroix, qui souhaite que la MONUSCO termine sa mission le plus vite possible afin de laisser la place à d'autres formes de soutien international. Vous avez également retenu le sujet de ce tête-à-tête Diongo Kabound qui est annoncé pour ce lundi à Kinshasa par Okapi News. Ils sont tous les deux décidés de tourner dos au régime Tshisekedi, évoquant ainsi plusieurs griefs, notamment le non-respect des principes démocratiques et la jouissance au sommet de l'État. Place à sa une Okapi.net, okapinews.net. 2 ans après, les fils spirituels de
Tshisekedi et Wamulumba vont se rencontrer cet après-midi à Kingabwa pour un tête-à-tête. Et plusieurs questions taraudent les esprits de l'opinion à ce sujet. Vous le savez, Christopher, c'est tout naturel. De quoi sera-t-il question? Vers une coalition de l'opposition contre Félix Tshisekedi, vers une candidature commune de l'opposition à la prochaine présidentielle? En tout cas, les conclusions de ce tête-à-tête nous en dira plus. Néanmoins, souligne le site, Franck Diongo avait promis lors de sa dernière sortie médiatique d'entamer les consultations des différents acteurs politiques pour une vraie alternance démocratique et surtout pour la défense du pays en danger. Alors pour ce dernier sujet, je vais vous surprendre parce que vous pensiez que j'aurais eu quelques mal à prononcer le nom de Madame von der Leyen, Ursula, présidente de la Commission de l'Union européenne qui est contre une pénurie d'énergie en Europe. Prononcez convenablement. Prononcé convenablement. La présidente de la Commission européenne a mis en garde contre une escalade de la crise énergétique en raison de la guerre à l'Ukraine, titre repris par le soir.be. Selon elle, le plan d'urgence européen conclu la semaine dernière pour réduire la consommation de gaz permettra de garantir l'approvisionnement pour l'hiver prochain. Ursula von souligne qu'avec ce plan, l'Union européenne avait franchi une étape décisive et sans précédent dans la lutte contre les menaces du président russe Vladimir Poutine de couper complètement les approvisionnements en gaz. Voilà tout pour la revue de presse de ce lundi, Christopher. Merci beaucoup Amina Bayombo pour ce magnifique tour d'actualité. Le plaisir est partagé. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Merci à l'équipe technique qui a contribué à la réussite de ce journal. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue.